Comment professionnaliser le secteur du nettoyage au Cameroun et gagner de gigantesques marchés? Tel est le thème de cette autre sortie d'Afro-Entrepreneurs sur UN Media. 52 minutes pour comprendre cette thématique avec un invité témoin cette semaine, Michael Nandon, promoteur de l'entreprise Dynamic Cleansal, entreprise qui aujourd'hui au Cameroun est reconnue comme étant la référence dans le secteur du nettoyage. Monsieur Saleté, bienvenue. Merci d'être avec nous, Michael. Merci, monsieur Romaric. C'est moi qui vous remercie. Merci à l'équipe du Média de m'avoir reçu ici ce soir. Permettez de vous avoir baptisé monsieur Saleté parce que un homme qui côtoie la saleté au quotidien, qui bosse avec des entreprises qui ont au sein de leur entreprise ou alors sur leurs enseignes de la saleté et qui parviennent justement, grâce aux services que vous offrez, à voir leur structure redorée avec une image plus belle et plus nouvelle. Je pense qu'il est à mettre à votre actif quelque chose de magnifique et exceptionnel comme le courage, la détermination et surtout l'innovation. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Nous allons entrer de plein fouet dans cet entretien avec la thématique comment professionnaliser le secteur du nettoyage au Cameroun et gagner des marchés. Il faut dire que c'est un secteur qui compte beaucoup d'entreprises mais qui ne parviennent pas véritablement à se démarquer et devenir de gigantesques entreprises spécialisées dans le nettoyage. Déjà, de prime abord, que faut-il pour une entreprise de nettoyage? Comment fait-on pour se lancer dans un domaine comme celui-là? Merci, monsieur Romaric. La question est vraiment pertinente à mon endroit. C'est mon quotidien que je décide de partager avec vous ce soir. Oui. Le domaine du nettoyage est tellement diversifié. Pour se lancer, il faut savoir quelle part de marché tu vises, quel est le palier où tu aimerais te retrouver et quelle est l'ambition à long terme que tu vises. Donc, dans le secteur du nettoyage au Cameroun, il faut d'abord contextualiser le domaine du nettoyage. Jusqu'à présent, je le dis avec des propos très pertinents, il n'y a aucune société assez professionnelle dans le domaine au Cameroun. Nous essayons de faire de façon professionnelle ce que nous vendons comme service, mais nous n'avons pas encore atteint les 5% de qualification comme nous constatons. Vous aussi? Oui, j'ai dit tout le monde. J'ai dit tout le monde de ce secteur, comme les entreprises européennes qui le font. Le secteur du nettoyage au Cameroun est diversifié en trois grandes parties. Oui. Il y a les TPE, très petites entreprises, qui représentent 88%. Ces entreprises sont cadrées dans le secteur informel. Oui. Elles sont axées dans le nettoyage des fauteuils, des travaux ponctuels dans les ménages et tout, qui parvient à nourrir l'homme, parce qu'on ne peut pas négliger cet aspect. Ils représentent 88%. Il y a les 7% qui représentent des sociétés qui sont habilitées à se contenter des contrats. Donc, ils sont basés plus sur leurs acquis. Je prends un exemple. Un propriétaire peut avoir un immeuble R+10 dans la ville de Douala et il a un frère qui ne fait rien au quartier. Il dit, bon tiens, il faut que tu m'entretiennes mes locaux et vois comment je vais te payer par rapport à ça. Le mec qui se lève, il crée une entreprise de nettoyage qui fait uniquement dans les locaux de son frère. Et par méga, il dit, ok, moi je veux aussi un peu être structuré parce que là, maintenant, on me demande d'être payé par chèque, par ceci. Il se formalise. S'il se formalise, il va se contenter de 2-3 marchés pour pouvoir survivre et rester à ce niveau. Il y a maintenant le dernier palier qui représente les grandes entreprises de nettoyage. Nous appartenons au Dynamic Cleansal. Oui, Dynamic Cleansal. C'est ce palier que nous visons dès le début de notre parcours. Donc, il représente 5% des grandes entreprises qui sont cadrées dans tous les secteurs du nettoyage industriel, nettoyage tertiaire, placement du personnel, désinfection et dératisation, ou alors des auxiliaires du bâtiment. Si déjà vous parvenez à cerner ces étapes ou ces paliers, vous pouvez mieux vous lancer et savoir. Mais qu'est-ce qui vous distingue aujourd'hui des autres entreprises qui existent sur la place et qui font dans le nettoyage? La vision. Uniquement notre vision, parce que lors du lancement de notre société en 2016, nous avons dit nous voulons être au sommet. Nous voulons être la référence et c'est ça qui nous motive et qui nous galvanise chaque jour que nous nous levons de faire mieux qu'hier. Donc c'est à ce niveau, Dynamic Cleansal se place comme une entreprise qui va atteindre l'excellence mais qui ne l'a pas atteint, encore atteinte. Est-ce qu'au fond, c'est pas aussi la capacité d'investir? Parce qu'on voit que vous avez commencé très doucement, mais vous êtes monté très rapidement, vous avez un matériel assez sophistiqué et qui est très innovant d'ailleurs sur le marché du nettoyage. Est-ce que c'est pas aussi le fait pour vous de oser, d'apporter du neuf à chaque fois, là où les autres peuvent buter? Justement, dans ce domaine, je parle encore d'innovation parce que dans tout domaine d'activité, dans tout domaine entrepreneurial, et
L'innovation permet de passer à une autre vitesse. Oui. L'innovation permet à chaque entrepreneur d'avoir un effet de levier très puissant. Tout le monde commence petit. Je me rappelle encore quand je commençais, mon premier matériel que j'ai importé de la Chine, ça s'atteignait à peine 1,2 million, qui valait toutes mes économies que j'ai fait venir et qui n'était même pas encore en train de me servir parce qu'il fallait déjà avoir ce matériel que très peu l'avaient sur le marché. Oui. J'ai négligé l'aspect des monobrousses, du matériel de premier, le matériel basique du nettoyage pour aller directement vers le matériel des travaux en hauteur. Parce que j'ai su que pour exister dans un domaine d'activité, il faut innover. Et je suis passé par un domaine qui n'était pas très prisé, que les entreprises présentes ne voyaient pas comme un secteur assez porteur. C'est pour ça que je me suis dit, OK, s'il fallait que je commence, vu la pléthorie des entreprises qui ont déjà des renommées sur le territoire, je dois passer par un secteur qui ne les intéresse pas trop, apparemment, pour pouvoir me faire une place sur le soleil. Mais par quoi faut-il commencer lorsqu'on veut lancer une entreprise dans le nettoyage? Est-ce qu'il faut avoir forcément 1 million de francs CFA? Si oui, quel type de matériel faut-il avoir? Est-ce qu'il faut forcément avoir des bureaux quelque part? Comment faire pour avoir des marchés? Une fois qu'on a lancé son entreprise, par quoi commencer, Michael? Par la base. Je respecte déjà aussi parce que tout le monde n'aura pas la chance de Dynamique pour commencer. Oui. Tout le monde ne va pas passer par le même chemin que Dynamique pour commencer. Ici, je conseille encore à ceux qui veulent se lancer de passer déjà par le basique qui est les 88%. Ils doivent déjà être parmi les 88%. Expliquez-nous ça. 88%, c'est pour être parmi ceux qui proposent des services de ménage à des ménages, nettoyer un fauteuil en cuir, nettoyer et aspirer un fauteuil en tissu, nettoyer un tapis à sec, faire le rangement, proposer un agent d'entretien ou de ménage pour des domiciles qui n'en ont pas. On part par là, oui. Et pour pouvoir arriver au niveau industriel, il faut déjà commencer par la base. Donc, il ne faut pas vraiment avoir 1 million aujourd'hui pour commencer, je ne pense pas. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Avec 100 000 francs ou avec 200 000 francs, tu te procures un matériel de nettoyage basique et que tu peux commencer. Certes, ça va prendre du temps, oui. Mais c'est la vision que tu as qui te permettrait de passer à un autre niveau. Parce que les obstacles sont tellement grands. On n'arrive pas aujourd'hui parce qu'on s'est juste laissé, on s'est juste lancé, on a réussi. Non, il y a assez d'obstacles. Là, c'est pour ceux qui veulent aller étape par étape pour pouvoir gravir les échelons. Et c'est possible. À Dynamique Clean Sal, aujourd'hui, vous êtes l'une des entreprises spécialisées dans le nettoyage pour beaucoup d'autres grosses entreprises. Oui. Je ne cacherai pas un secret si j'ai dit aux téléspectateurs, par exemple, que c'est vous qui êtes en ce moment en charge du nettoyage des stations Total au Cameroun. Oui. Alors, beaucoup se poseraient la question de savoir comment ce mec a-t-il fait pour gagner des marchés si importants. C'est quoi votre astuce? Pour gagner des marchés si importants, je redis encore aujourd'hui, de mon parcours entrepreneurial, j'ai d'abord à la base un diplôme d'ingénieur en sécurité industrielle qui m'a permis de passer dans la maison Total Cameroun, qui n'est pas donné à n'importe qui, d'accéder à Total. Parce que beaucoup me demandent, mais comment tu as fait pour avoir une bonne commande Total? Comment tu as fait pour être prestataire à Total? Le relationnel aujourd'hui est ce qu'on a le plus cher et ce qu'on doit vraiment garder comme richesse inouïe. L'argent peut séparer des hommes, mais le relationnel peut encore nous solidifier et nous faire passer à une étape supérieure. J'ai des relations, j'ai des amis, j'ai des gens qui ont voulu m'aider. Parce qu'en tant qu'ingénieur, j'ai des amis qui m'ont dit, mais Michael, comment aujourd'hui tu es ingénieur HSE de ton envergure, tu veux laver le sol? Je lui ai dit, tiens, si c'est par ce chemin que je vais atteindre le sommet, je le ferai. Et ils m'ont encouragé. D'autres m'ont dit, OK, je peux t'aider à accéder à telle entreprise, je peux t'aider à avoir tel décideur. Et la recommandation ici n'est pas chose acquise. Quand on vous recommande, faites l'effort d'être pertinent, d'être compétent pour ne pas salir le nom de celui qui vous a présenté. Vous, par exemple, comment avez-vous fait pour professionnaliser autant votre entreprise et gagner la confiance d'une structure comme Total Cameroun? Parce que Total Cameroun, il faut le dire, ce n'est qu'une infime partie des entreprises avec lesquelles vous travaillez, mais on sait le niveau d'exigence sur le plan qualitatif. Total, c'est une entreprise qui vit de l'exigence internationale. Comment vous faites pour professionnaliser votre entreprise, sortir du lot, gagner ce type de marché et continuer d'entretenir vos contrats même en interne? Justement, ce qui me fait aujourd'hui être dans le palier de fournisseurs chez Total Cameroun, j'ai résolu un problème qu'ils avaient, qui existait déjà chez eux. Lequel? Les travaux en hauteur sans échelle ni échafaudage. Je rappelle encore ici aujourd'hui que les auvents de Total Cameroun ayant une hauteur de 6,5 à 7 mètres de hauteur nécessitaient le déploiement d'un échafaudage métallique pour la maintenance et le lessivage de leurs auvents. Laquelle tâche
exposés à des risques de travail tels que les chutes en hauteur. Oui. Le déploiement déjà qui prenait une durée de 2, 3, 4 jours pour pouvoir faire un lessivage comme celui-ci. Je suis arrivé avec une solution simple, déploiement des perches télescopiques, et qui nous a permis de faire plusieurs tests pour les convaincre, parce qu'ils n'arrivaient pas à croire qu'à partir du sol, on pouvait lessiver un auvent à plus de 7 mètres de hauteur. Donc c'est là le problème, en gardant toutefois la culture sécurité qui est la base, de procédure d'une entreprise comme Total Cameroun. Donc j'ai axé sur la sécurité, j'ai limité le travail avec les échafaudages pour pouvoir mettre sur pied le travail avec les perches télescopiques. Voilà juste la solution que j'ai eue. Et vous aussi, on vous voit sur le terrain. Chaque fois que vos équipes se déploient, vous êtes sur le terrain, vous menez également des travaux avec eux. Est-ce que c'est aussi l'une des clés et forces de votre entreprise, votre présence permanente dans les travaux? Justement, on ne peut pas transmettre sans toutefois monter l'exemple. J'ai des collaborateurs qui n'avaient jamais eu une idée d'un travail comme celui-là parce qu'on ne forme pas pour faire un travail à la pêche. C'est nous qui avons mis sur pied ce projet et nous-mêmes, nous devons former nos collaborateurs à utiliser. Donc, si je ne suis pas sur le terrain pour pouvoir veiller à ce que ce qu'on a fait de façon théorique soit vraiment respecté à la pratique, je ne pense pas que le client déjà sera satisfait du travail parce que s'il advienne que sur une station il y a un problème, c'est monsieur Nandon qu'on va appeler directement, on ne va jamais appeler mon collaborateur. Oui. Donc la présence sur le terrain est très indispensable pour pouvoir booster mes équipes, à les faire comprendre que avant d'être décideur que je suis aujourd'hui, moi j'ai lessivé les auvents chez les clients où j'étais personnellement sur le terrain et à l'action pour la réalisation du projet. Donc, être sur le terrain, pour moi, c'est pas une punition, c'est mon quotidien. Le bureau, ne me représente pas. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le secteur du nettoyage n'est pas payé à sa juste valeur? Oui. Pourquoi? D'abord, on a conçu dans le subconscient du Camerounais lambda, le nettoyage, c'est une activité réservée à des personnes de bas étage, des personnes qui n'avaient pas eu à atteindre certains diplômes à l'école, des personnes qui avaient tant cherché, ou alors n'avaient pas les possibilités de se trouver une place dans le monde professionnel. Nous venons dans ce domaine pour faire aux Camerounais oublier cette idée-là, parce qu'elle nourrit son homme déjà, et ne plus voir le nettoyage comme un travail de basse classe. Oui. Parce que, regardez un peu, aujourd'hui, nous avons des IGH qui grandissent dans la ville de Douala. Beaucoup se tuent à construire sans toutefois tenir compte de la maintenabilité. J'ai assisté à un comité d'administration où les budgets des sociétés étaient posés sur la table, mais aucun budget ne spécifiait le budget entretien et maintenance des édifices ou alors des bureaux. Comment va-t-on travailler dans un milieu insalubre, un milieu pas propre? Déjà, le rendement, ça peut impacter au niveau du rendement de l'entreprise. Nous n'allons pas demander au comptable, au DAF ou alors au responsable technique de nettoyer son bureau chaque matin quand il arrive ou alors vider les corbeilles et les poubelles quand il sort. Non. Il faut déjà intégrer ce domaine-là parce que c'est ce que nous vivons chaque jour. On ne peut pas se lever sans nettoyer sa maison. Vous êtes d'accord avec moi? Mais comment est-ce qu'on arrive en entreprise et on ne le fait pas? Ça veut dire que c'est indispensable. Ça veut dire que c'est une tâche ou alors c'est une activité qui va toujours exister, peu importe. Donc les entreprises devraient insérer ça dans le budget de fonctionnement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Oui. D'accord. Et donc, il existe aujourd'hui sur la place au Cameroun des entreprises qui font dans le nettoyage, mais qui sont pour la plupart dans le secteur de l'informel. Oui. Qu'est-ce qui peut faire que dans un domaine comme celui-là, qui n'est pas très couru, d'ailleurs, il y a quelques entreprises qui se démarquent, mais la plupart restent encore dans des travaux très approximatifs. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'ils ne parviennent pas à avoir un niveau de performance de sorte à être comparés, par exemple, aux mastodontes qui sont à l'étranger? Vous avez parlé ici du fait que le domaine n'est pas respecté à sa juste valeur. Oui. C'est le fait, puisque une entreprise comme, je prends par exemple en France, Honnête, qui s'occupe de l'entretien des stades de Ligue 1. Aujourd'hui, au Cameroun, nous n'en avons pas encore. Voilà la CAN qui vient à grands pas et les entreprises vont encore se battre, à se mettre à niveau pour pouvoir entretenir comme un stade comme le stade Japoma. Imaginez-vous, on parle d'un stade de 60 000 places et il faut un entretien après chaque match. Vous imaginez le volume de travail? Mais est-ce que vous avez des équipes capables de faire ce travail dans votre entreprise? Nous nous attelons à le faire. Nous nous formons pour ça. Il y a une formation à Lyon qui va de juillet à
en septembre pour pouvoir répondre à ce type de besoin. Oui. Nous mettons les moyens en jeu pour former notre personnel. Moi, évidemment, je dois me former parce que pour répondre à certains besoins, il faut une formation adéquate. Justement, est-ce que le problème de performance des dites entreprises, ça ne vient pas d'abord de la formation? Justement, ça vient de la formation parce que j'étais encore avec le ministre de la formation, de l'emploi et de la formation professionnelle tout récemment. On parlait d'un centre de formation qui délivrait des DQP, diplômes de qualification professionnelle dans le domaine. Au Cameroun, nous n'en comptons même pas 500. Pourtant, il y a une pléthore d'entreprises de nettoyage. Vous convenez avec moi que le secteur informel a essayé de camoufler beaucoup qui veulent aller vers l'avant, mais ils ont peur des taxes, des fiscs qu'ils vont pouvoir payer. Donc c'est pour ça que beaucoup se cantonnent dans ce domaine d'activité, de peur de formaliser leur entreprise et ne même plus avoir quoi gagner. Parce que imaginez vous formalisez une entreprise et vous faites un service à 60 000 francs. Lorsque vous formalisez l'entreprise, vous devez passer à 100 000 francs. Oui. Parce qu'il y a des taxes et des déclarations à faire. Est-ce que le client va comprendre que vous avez formalisé et que vous êtes passé à 100 000 francs? Mais non, vous perdez ce client. Mais si les patrons d'entreprise de nettoyage ne parviennent pas à se recycler, à se mettre à niveau, à se faire former, oui. Qui donc va professionnaliser ce secteur? Justement, c'est pour ça que nous existons. Nous venons avec une touche nouvelle pour pouvoir booster ce qui existe. Parce que je veux vous dire, au Cameroun, on aime trop se contenter. Si quelqu'un a peut-être un chiffre d'affaires de, je dis n'importe quoi, 100 millions et que l'année prochaine il a 110 millions, il va dire, oh bon, j'ai quand même 110 millions cette année, je me contente de ça, je ne suis pas en train de perdre. Il ne va pas imaginer comment est-ce qu'il va faire pour passer à 200 millions l'année suivante. C'est un peu cette façon de se contenter qui pousse à croire que, puisqu'il n'y a pas la relève, puisqu'il n'y a pas ceux qui viennent à grands pas derrière pour pouvoir les pousser à se bousculer, ils vont se contenter, on va stagner à ce niveau. Donc le développement dans ce secteur d'activité n'est pas vraiment prépondérant, sauf ceux qui essayent tant bien que mal de se frayer un chemin. Les confrères, vous bossez avec des confrères sur le terrain, oui. À chaque fois, est-ce qu'il vous arrive parfois de recourir au service d'un autre confrère pour renforcer vos équipes? Parfaitement, je le dis encore aujourd'hui. D'autres ont l'habitude de dire c'est mon concurrent, c'est mon... Non. La ville de Douala, vous connaissez quelle population nous avons dans la ville de Douala? Vous pouvez imaginer? Oui. À peu près 12 millions. Oui. Et vous pensez que si on met 200 sociétés de nettoyage pour entretenir 12 millions, on doit nous en sortir? C'est inconsidérable. Je ne pense pas. C'est très peu. C'est très peu. Donc, vous avez dit que nous n'avons pas de concurrents. J'ai eu à faire recours à des entreprises plus supérieures à la mienne. J'ai eu à faire recours à des entreprises frères et sœurs qui m'ont dit, bon, Donami, voilà ce travail, je t'appelle pour le faire. Et on travaille en partenariat. Donc je ne pense pas qu'il y ait une concurrence, qu'il y ait une bagarre ou qu'il y ait une guerre à se faire. Le client de l'un ne sera jamais le client de l'autre. Donc ça peut encore porter à coïncidence qu'on se retrouve sur une table de négociation d'une entreprise où il y a quelques offres, mais ça ne pousse pas à nous détester du genre, c'est mon concurrent, comme c'est mon concurrent, je dois l'anéantir. Non, je ne pense pas. Donc nous travaillons ensemble en synergie. D'accord, nous allons marquer une pause dans quelques instants, mais avant de marquer cette pause, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà été frustré un jour parce qu'une demoiselle, peut-être à qui vous avez fait la cour, estime qu'elle ne peut pas se mettre avec un nettoyeur? Oui, je suis frustré chaque jour, même pas seulement la demoiselle, mais ce sont mes frustrations qui me font passer à un autre niveau, à me développer. Qu'est-ce qu'on vous dit en vous frustrant? Je prends un exemple. Je suis arrivé dans un bureau, c'est une anecdote, oui. si vous me le permettez. Allez-y. J'avais un rendez-vous avec le patron et j'ai rencontré l'assistante à l'attente, à la salle d'attente. Oui. Je dis, monsieur, je me présente, monsieur, je viens voir le DG. Elle me dit, monsieur, asseyez-vous et présentez-vous, s'il vous plaît. Je lui donne ma carte, elle me demande de m'asseoir. Et par méga, une de ses copines arrive, elle dit, le monsieur, voici le monsieur qui vient voir le boss. La fille s'est exclamée, hein, même le nettoyeur vient voir le boss. Ok, demande-lui d'attendre. Je me suis contenu et j'ai dit, ok, Michael, tu n'es pas là pour ça. Retiens-toi, retiens tes émotions et oui. Écoute. Elle m'a reçu après 25 minutes, elle m'a fait attendre, elle m'a fait 25 minutes. Et par mes gars, certains qui sont dans ce domaine certains, pour ne pas dire tout le monde, oui. Vont se laisser emporter, que mais est-ce que tu me connais et tout. Je suis assez calme. Et le monsieur, quand je suis entré dans son bureau, il m'a présenté à la dame. Ah, faites asseoir le monsieur, c'est un grand directeur, il peut même vous embaucher ici. La fille s'est exclamée, monsieur, est-ce qu'on travaille dans n'importe quel domaine d'activité? Voyez un peu à quel point les paroles peuvent choquer quelqu'un qui a un projet à déployer, parce que dans l'environnement que nous vivons, nous n'arrivons pas à être reconnus à notre juste valeur et ça ne peut pas nous empêcher
de continuer l'aventure qui est la nôtre. Alors que peut-être vous avez la possibilité de l'embaucher dans votre entreprise et de lui donner peut-être 2 fois le salaire qu'elle a dans la structure dans laquelle elle se trouve. Michael Nandon, on en parle dans quelques instants. On va entrer dans votre vie extra-professionnelle pour comprendre ce que vous faites en dehors de vos multiples heures de nettoyage, pour comprendre ce que vous faites par exemple en vos temps de loisirs, en vos temps de plaisir et surtout dans votre vie familiale. On en parle juste avec Laetitia Tsamo après cette transition. Laetitia Tsamo, bonsoir. Bonsoir Romaric. Merci d'être là. Je vous en prie. Ravissante comme chaque semaine. Aujourd'hui, nous avons un autre client très intéressant, Michael Nandon, et avec lui, nous entrons dans son jardin secret. C'est avec vous, Letty. Tout à fait. Bonsoir Monsieur Nandon. Bonsoir, Je suis très Laetitia ravie Tsamo. de vous avoir face à Merci, moi. moi pareillement ravissante. Vous Super, êtes. merci. Alors Monsieur Nandon, dites-moi, quel type d'éducation avez-vous reçu? Éducation, dans mon enfance, pour qualifier mon éducation, elle a été faite par mes parents. D'accord. Et je peux la qualifier comme une éducation vraiment stressante jusqu'à un certain niveau, qui a valu les fruits que beaucoup apprécient aujourd'hui. Une éducation assez traditionnelle, pour ne pas l'affecter à une certaine tradition ou à une certaine religion, quoi que ce soit. D'accord. Mes parents étant issus des familles polygamiques, issus des familles polygamiques, étant déjà dans un foyer polygamique, mais avec une seule femme, on a reçu l'éducation assez moderne, qui prônait et qui valorisait les études jusqu'à un certain niveau et qui encourageait l'excellence au secondaire comme universitaire. Alors aujourd'hui, vous faites face à des prises de décision assez radicales. Est-ce qu'il y a une personne importante dans votre vie, dans le sens où, avant de faire vos prises de décision, vous consultez automatiquement cette personne-là? Si oui, laquelle? Oui, ma conjointe. D'accord. Ok, donc ça veut dire que vous êtes en relation en ce moment. Et en parfaite harmonie, oui. Ok, monsieur Nandon, vous êtes fidèle dans votre relation. Parfaitement. Donc si je fais entrer une fille qui, en off, m'a confié un certain nombre de choses, est-ce que vous allez assumer? J'assume mes propos. Très bien. Monsieur Nandon, quelle est la partie la plus sensible de votre femme? Son cou. Son cou. Ouais. Donc quand vous touchez son cou, elle se transforme à... C'est la partie où il y a beaucoup de pulsions qui se développent quand je la touche, donc c'est son cou. D'accord, ok, très bien. Généralement, quand vous faites face, je vais dire, après une dure journée de travail, qu'est-ce que vous faites pour évacuer? Du journée de travail, c'est vrai que mes journées ne se terminent pas. Après le bureau, je rentre à la maison avec ma machine et mes livres, que je continue à bosser. Et parfois, c'est elle qui me dit il faut que tu te reposes, il faut que tu prennes un bain. Et peut-être c'est ça qui marque la fin, un sommeil. Parfois, je dors tellement tard. Pour évacuer, je peux lire ou alors écouter de la musique quand je suis seul. Vous n'avez pas d'activité que vous faites? Bon, le sport, parfois, le sport, c'est le matin, mais après, en soirée, je préfère dans un environnement, dans un endroit très calme. Voilà, pianoter sur mon téléphone pour chercher le sommeil. D'accord. Monsieur Nandon, si on vous disait que demain serait votre dernière journée sur cette terre, que feriez-vous pendant ces 24 heures? Je me battrai à chercher à qui léguer mon entreprise pour qu'elle puisse prospérer, parce que là, c'est ma vie, j'ai pas de plan B. C'est mon identifiant sur terre aujourd'hui et la peur que je puisse avoir, c'est qu'elle puisse mourir afin de ne pas avoir à sa tête quelqu'un qui puisse porter au grand mot ou alors à la hauteur que j'ai désiré les objectifs que nous avons commencé tous ensemble. Mais est-ce que vous pensez que votre femme ne sera pas capable de maintenir votre entreprise? Justement, j'ai dit, c'est vrai qu'elle n'est pas dans le domaine d'activité, c'est vrai qu'elle est dans le domaine de l'entrepreneuriat, qu'elle comprend certains enjeux, qu'elle comprend le management et la gestion des hommes. Mais je me suis dit, je me battrai à trouver la personne idoine. Je n'ai pas dit que cette personne n'était pas ma femme ou qui que ce soit, pour qu'elle puisse porter plus haut l'étendard de l'entreprise partout où besoin sera. Alors, pour sortir de cet entretien, si on vous organise un mariage là tout de suite, quel régime allez-vous choisir? Monogamie ou polygamie? Monogamie. Pour quelle raison? Pour des raisons assez paradoxales, parce que
La monogamie, ce n'est pas un régime qui empêche l'homme de se mouvoir ou de faire quoi qu'il veuille. Le plus important aussi, c'est de maintenir votre compagne dans la toute quiétude pour qu'elle ne s'imagine pas quoi que ce soit. Je dis n'importe quoi. Si je veux être un homme cocufié ou alors je veux être un homme frivole, je le serai, peu importe le régime que je signe. On ne m'enlèverait jamais ça. S'il advienne que je décide autre chose au lendemain de mon mariage, cela pourra être une décision qui va à l'encontre de ma décision première. Donc, je pense que la monogamie, pour moi, c'est vivre en paix et limiter certains dégâts pour ne pas tout le temps être en train de résoudre des problèmes qui ne valent pas la peine. Très bien, merci M. Nandon. Merci Madame. Merci infiniment Laetitia Merci Tsamo à toi, pour cette séquence. Merci Michael Merci. de t'être prêté au jeu. Et si vous entrez dans le régime monogamie, et demain par exemple vous cédez tous vos biens à votre femme, vous n'êtes plus là, et ces biens sont dilapidés par la suite. Il faudrait bien une raison pour perdre quoi que ce soit dans la vie. Nous ne venons pas pour éterniser ou alors pour s'éterniser avec ce que nous avons cherché. Oui. Si déjà elle a le quitus de la gestion de mes biens, ou alors si déjà je l'ai choisi pour faire chemin avec elle, c'est que c'était destiné à elle. Et si elle vous demande le divorce, par exemple, en demandant la moitié de votre fortune? Je ne serai pas le premier. Le tout, ce qui compte encore plus dans la vie d'un entrepreneur, c'est comment se réinventer. Je ne vais jamais regretter d'avoir perdu tout ce que j'ai aujourd'hui parce que hier, je ne l'avais pas. Et je peux encore, lorsque ça va arriver, demander une prolongation de vie pour pouvoir réaliser ce que j'ai pu réaliser, même ne serait-ce que la moitié, pour pouvoir continuer. Mais au-delà de tout cela, est-ce que vous faites une entière totale, une entière confiance en votre épouse? Oui, je lui fais entièrement confiance. D'accord, merci beaucoup. On entre dans une séquence beaucoup plus sérieuse parce que vous savez, les femmes ont la particularité d'accompagner les hommes lorsqu'ils se retrouvent dans des situations difficiles. Et nous allons intégrer une séquence avec Raphaël Chegué qui est baptisée « Et si cela vous arrivait, que feriez-vous » C'est l'exemple d'un entrepreneur qui a fait échec dans un domaine spécifique. On partage cela avec vous. Question que vous aussi, vous puissiez vous remettre les pieds sur terre et vous posiez aussi la question « Et si cette situation m'arrivait, comment aurais-je fait ?» On en parle dans quelques instants. Le temps pour nous d'accueillir Raphaël Chegué. Pour cette troisième partie d'émission, nous accueillons Raphaël Chegué. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Romaric. Merci d'être là. Merci. Et si cela vous arrivait, que feriez-vous? Vous êtes face à Michael Nandon. Effectivement, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Afro-Entrepreneur, monsieur. Merci, Raphaël. D'accord. Je suis persuadé que dans les plats que vous avez dégustés, vous avez certainement connu la belle saveur du cube Jumbo. Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui. Coq rouge, effigie coq rouge, oui, la crête rouge, oui. Alors, est-ce que vous connaissez depuis un petit moment, depuis combien de temps est-ce que le cube n'est plus sur le marché? Bon, personnellement, je ne l'avais pas dégusté, mais quand j'ai vu les affiches n'apparaissaient plus, j'ai su qu'il y avait un problème. D'accord. Je vais vous raconter une petite histoire autour justement de ce cube-là et surtout de son promoteur. Donc là, nous sommes dans les années 2013 avec Francis Nana qui s'attaque justement au secteur des bouillons culinaires, des bouillons alimentaires au Cameroun en lançant justement le cube Jumbo. Donc à l'époque, le marché local était largement dominé par le cube Magie de Nestlé. Donc, M. Nana arrive en 2013 avec Foodies, sa nouvelle société, et puis avec la collaboration signée avec l'Espagnol Galima Blanca. Ils se sont donc rapidement lancés à la conquête du marché local. Tout allait très bien. Là, nous sommes en 2014. Tout allait très bien pour le cube Jumbo, qui était très très bien apprécié par les consommateurs. La plupart des Camerounais préféraient justement ce cube-là par rapport au cube Magie de Nestlé. Donc, en fin 2014, on se retrouve justement donc avec un déploiement financier de 35 milliards de francs CFA, injecté justement par M. Francis Nana et son partenaire espagnol. Tout va très bien sur le marché pendant 2 années. Et puis, en fin 2016, par là, donc, tout s'effondre, tout bascule. Là, c'est le divorce qui est prononcé entre l'Espagnol Blanca et le Camerounais Francis. Alors, sur les étagères du marché, le cube Jumbo disparaît de plus en plus. Et justement, on se retrouve à la fin de cette année-là avec un bilan très lourd. Francis Nana qui se retrouve justement sur le carreau avec une perte financière de 35 milliards de francs CFA.
Et puis, il y a des familles qui sont déséquilibrées désormais parce qu'il n'y a plus d'emploi. Il y a des consommateurs qui sont restés sur leur faim. Voilà une situation qui a créé beaucoup de remous justement donc, au niveau de l'actualité locale. Mais malgré tout ce qui s'est passé, l'entrepreneur a quand même réussi à se mettre debout. La question que je m'avais vous poser, c'est si vous étiez à la place de Francis, qu'auriez-vous fait en ce moment-là? Oui, je l'ai dit dans mes propos précédemment, la capacité première d'un entrepreneur, c'est de se réinventer en cas de problème. Vous avez vous-même élucidé là, le parcours de la chute ou alors de l'échec. Et comment est-ce qu'il a fait pour se maintenir debout? Ça, c'est une qualité que très peu d'entrepreneurs ont. Il ne s'est jamais lamenté à Mondovision pour dire comment est-ce qu'il a perdu, que le gouvernement appelle au gouvernement, que l'État aide son frère. Non. Il a dit, OK, qu'est-ce que j'ai à ma possession pour pouvoir réinventer? L'échec, on sait qu'il existe. Se lancer en entrepreneuriat et avoir peur de l'échec, c'est comme marcher sous la pluie et avoir peur d'être touché par des gouttes d'eau. On le vit chaque jour, on le vit en longueur de journée. Je peux être en train de vous parler là maintenant, et je suis en train de perdre un marché, ou alors on est en train de décider quelque part à ma défaveur, et que je sois là après le plateau, et on me dit, votre marché de telle entreprise, vous n'avez pas été maintenu. Je continue mon chemin comme si rien n'était. Donc là maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, ou alors pour résoudre ce problème, je mettrai uniquement les énergies positives dans ma tête pour savoir quelle est la cause ou quelle est la raison de l'échec, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment pouvoir se lancer dans le même domaine ou un domaine autre en corrigeant les erreurs que nous avons laissées passer. Parce que vous parlez là de 35 milliards. Il y a ce qu'on appelle une valeur perçue et la valeur réelle. Vous voyez le problème extérieurement, à savoir il a perdu 35 milliards. Si on vous dit le nombre de temps perdu, l'énergie qu'il a déployée pour ce projet qui n'a pas marché, on sera plus de 35 milliards. Donc, on se focalise uniquement sur le chiffre. Quand vous pensez à 35 milliards, il faut que je vous fasse comprendre que les milliards que nous prononçons, c'est pas une monnaie physique qui est dans un coffre où quelqu'un les fait sortir pour investir et ça finit, il reste tranquille. Non. On peut évaluer, on peut estimer de façon globale une perte sans avoir les valeurs chiffrées exactes. Mais si le promoteur lui-même, qui est M. Nana, pour ne pas citer l'entrepreneur, qui est vraiment un valeureux combattant camerounais dans ce domaine d'activité, s'assoit pour vous donner les tenants et les aboutissants de cet échec, nous serons en plus. Donc, dire que ça m'arriverait, ça peut m'arriver même tout de suite, et je ne serai toujours M. Nandon. Et on a eu des échecs dans plusieurs domaines, pour ne pas citer que celui-là. On a dans le domaine du BDP, M. Foma, on a Béton Construction et tout, qui ont eu des problèmes. Mais comment se réinventer? N'utilisons pas seulement le parcours des entrepreneurs qui ont réussi pour se maintenir debout, ou alors pour se donner une valeur supérieure à ce qu'on a aujourd'hui. Travaillons aussi avec ceux qui ont échoué. Rapprochons-nous de ceux qui ont échoué parce qu'ils ne sont pas médiocres. Ils n'ont pas échoué parce qu'ils étaient médiocres, parce qu'ils étaient comme vous. Vous qui vous prétendez être super entrepreneur, demain vous pourriez ne même pas exister. Donc nous entrepreneurs d'aujourd'hui, nous devons nous rapprocher de ceux qui ont échoué. Vous dites qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que nous pourrions surmonter cette épreuve pour pouvoir exister dans ce domaine d'activité. Alors, puisque nous parlons justement d'échecs, je vais vous poser une petite équation. S'il arrivait aujourd'hui que vous perdiez votre entreprise, que vous perdez tout ce que vous avez en termes d'investissement et qu'un ex-employé vous tend la main en vous offrant un poste dans sa propre boîte, vous qui étiez autrefois son patron, est-ce que vous accepteriez? Oui. L'humilité aussi, c'est la base. On a parlé précédemment de ma présence sur les terrains. Je ne doute pas, une anecdote encore, j'aime bien prendre des exemples qui me sont vraiment personnels. On était en train de discuter un marché au Grand Mall, lorsque ça ouvrait l'année dernière. Et on nous a donné un espace pour pouvoir nettoyer, pour montrer notre capacité à résoudre le problème d'insalubrité qu'ils avaient sur leur site. Et mes gars étaient vraiment indisponibles. Et sur le terrain, nous n'étions que 3, très fatigués de la journée. Il y avait une mare d'eau sur le sol, on n'avait pas d'aspirateur à l'époque. J'ai pris un seau, j'ai pris une serpillière, j'ai mis des gants et j'ai essoré les serpillères personnellement. Pourquoi ne pas être humble quand on veut gagner quelque chose qui peut apporter plus à ce qu'on apprend ou alors à ceux qui comptent sur nous? Je n'ai aucun problème par rapport à ça. S'il advienne que je passe par le salariat chez un ex-employé
qui était mon employé et que je deviens son employé, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Je suis juste préparé psychologiquement. D'accord. Alors, beaucoup de jeunes pensent aujourd'hui que la seule possibilité réelle de pouvoir se mettre à l'abri du besoin financier particulièrement, c'est l'entrepreneuriat. Au vu de votre expérience, est-ce que vous pensez que c'est véritablement la seule solution? Je ne conseille même pas. Pourquoi? Je ne conseille pas. Ne vous lancez pas parce que vous voulez résoudre un problème qui est le vôtre. Lancez-vous pour résoudre un problème ou alors apporter une solution à un problème existentiel. L'entrepreneuriat est dangereux. Je dis en connaissance de cause, mais la réussite, ce n'est pas uniquement dans l'entrepreneuriat. C'est un domaine, c'est un choix que quiconque peut le faire. Tenant compte de ses frustrations ou alors de ses prédispositions. Moi, aujourd'hui, je suis un entrepreneur par frustration. Ce sont mes frustrations qui m'ont mené ici. Oui, mais pourtant, vous avez très bien réussi. Quand on vous regarde aujourd'hui. C'est votre regard qui fait croire que j'ai réussi. Je ne suis même pas encore à 2% de nos réalisations. Donc, si vous pensez que j'ai réussi, ce n'est pas encore le cas. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de votre rapprochement du ministre de la fonction, si j'ai bien compris. L'emploi de la formation professionnelle, autant pour moi. D'accord. Alors, si vous étiez, du moins, si demain, vous accédez à ce poste ministériel. Lequel? Le poste de la formation professionnelle de l'emploi. Le poste de ministre de formation? Oui. Alors, si vous accédez à ce poste-là, qu'est-ce que vous pourrez faire pour changer la mentalité des jeunes par rapport à l'entrepreneuriat au Cameroun, mais surtout l'accessibilité? C'est vrai que je ne vous prête pas des intentions politiques, mais bon, ça peut arriver. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a peut-être en politique? Monsieur le ministre Michael Nandon. Pardon? Monsieur le ministre Michael Nandon. En tant que ministre, d'ailleurs, je ne me vois pas ministre dans ce pays, dans celui-ci, peut-être l'autre, dans celui-ci, non. Je ne pense pas que ce soit un seul ministère qui puisse changer la donne au niveau de la jeunesse camerounaise. Aujourd'hui, on a un problème de mentalité. Nous avons une jeunesse un peu mentalité micro-ondes. Je parle de micro-ondes parce qu'on veut mettre le repas en un clic, ting, c'est déjà chaud. C'est vrai. Ce n'est pas le cas. Quand nous décongestionne le cerveau de cette idée-là, nous attendons plus des autres et nous donnons moins de nous-mêmes. Donc, je ne pense pas que ce soit un ministère qui puisse changer cette donne-là, et je pense que c'est plus ensemble. Le ministère de l'éducation de base, secondaire, supérieure et tout. L'emploi vient juste couronner l'éducation qui a été prise dès le bas âge. Tout à fait. Donc, je ne pense pas qu'on puisse être que je puisse être celui-là qui va changer quoi que ce soit. D'accord, merci beaucoup Michael Nandon. Merci également Raphaël Chegué pour cette séquence. Jumbo, voilà, le cube qui a connu beaucoup de difficultés sur le marché. Et Francis Nana, qui est un très grand investisseur, qui investit dans plusieurs secteurs d'activité et qui a le courage à chaque fois d'aller à l'assaut des marchés importants. Merci d'avoir répondu à cette séquence. Tout de suite et maintenant, nous allons prendre l'instant motivation avec notre coach Ted Ngelemo depuis l'Allemagne. Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie assez d'énergie positive pour vous booster afin de traverser vos challenges quotidiens. Et rappelez-vous toujours, chaque challenge de votre vie est là pour vous construire et vous faire passer à un autre niveau de votre vie. Alors les amis, accrochez-vous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'un monsieur qui, à cause de différents challenges, différents échecs qu'il a eu dans sa vie, il a abandonné sa bataille. Et cela a causé la perte de son épouse, de son travail, de ses amis. Et il a commencé à vivre dans le passé. Il ne vivait plus dans le présent. Et le fait de vivre dans le passé a détruit sa vie. Écoutez, c'est un monsieur qui a tellement investi sur lui, si bien que toutes les choses qu'il faisait, il pensait à un avenir meilleur, à une vie de prospérité. Mais un jour, il a fait la rencontre d'un ami qui l'a arnaqué, qui a falsifié toutes ses entreprises, et cela l'a poussé à la faillite
Il a perdu même son boulot principal qu'il avait. Et il s'est arrêté. Il n'a pas voulu se battre. Parce qu'il disait, il a tout abandonné pour construire ça. Il a tout laissé. Il a renoncé à tellement de choses pour construire cette vie. Mais il n'a pas pu. D'un coup, du jour au lendemain, tout s'est écroulé. Et il a abandonné. Il n'a pas continué à se battre. Il n'a pas continué à regarder quelles sont les nouvelles opportunités. Comment est-ce qu'il peut apprendre de ces différents challenges de la vie pour rebondir de façon plus forte, physiquement et mentalement. Alors, il a perdu sa femme après un divorce. Et tous les jours, sa vie, c'était dans la chambre. À ressasser, à ruminer tout ce qui est mauvais dans sa vie. À penser que au mauvais, à penser que à sa vie antérieure, tout ce qu'il a accompli, mais après il a perdu toutes ces choses-là et il ne faisait plus rien. Et le monsieur est couché sur son lit de l'hôpital durant ces derniers jours et il dit « Je regrette d'avoir abandonné et j'aurais dû apprendre de mes échecs pour être un homme plus fort. » Et c'est le cas. Aujourd'hui, plusieurs personnes abandonnent. C'est vrai qu'il y a différents échecs. C'est vrai qu'il y a les challenges qu'on rencontre au quotidien. Il y a des choses qui arrivent, on ne peut pas contrôler. Mais comment est-ce qu'on réussit à accepter, à prendre ses responsabilités, à accepter de faire face à ces différents challenges et avancer? Vous devez savoir, quel qu'en soit ce que vous avez comme difficulté dans votre vie, il y a une chose que vous devez mettre là dans votre tête. Ne pas abandonner. Ce qui est passé est passé. Vous devez avoir la pleine conscience de vivre maintenant. Parce que la ressource principale que tout être humain en a besoin, c'est le fait d'être en vie d'abord et d'être en santé. Parce que quand vous avez ça, on ne peut pas vous retirer ce qui est dans la tête. Vous pouvez recommencer à travailler encore pour être plus fort. Alors les amis, quel qu'en soit ce que vous traversez maintenant, essayez de faire un brainstorming, ça veut dire un petit récapitulatif de toutes les choses que vous avez accomplies, de toutes ces choses que vous pensez que vous avez la capacité, vos forces, et regardez les choses qui n'ont pas fonctionné, catégorisez ça, travaillez sur vos côtés qui ne fonctionnent pas, et rebondissez et vivez le présent. Travaillez tous les jours pour améliorer votre futur. Parce que si vous vivez dans le passé, je vous assure, votre futur, il est détruit par défaut. Alors les amis, restez focalisés sur votre présent, ce que vous avez comme ressources, et travaillez dur et sagement, et n'abandonnez jamais. Mon nom c'est Ted Guélémo de la série Vie en pleine confiance. Prenez soin de vous, je vous adore, osez vivre la vie qui vous inspire. Ciao! Merci à notre coach Ted Guélémo depuis l'Allemagne pour cet instant motivation. À présent, nous sommes dans la séquence perspective et pour la fin de cet entretien, Michael Nadon, nous allons essayer de discuter un peu avec vous sur ce qui fait véritablement la démarcation de votre entreprise. On voit par exemple qu'en plus du système des perches avec lesquelles vous travaillez, vous avez innové avec des cordistes qui font des travaux suffisamment en hauteur, chose qu'on n'avait pas vue antérieurement. Alors pourquoi pas penser à ce type de stratégie? Et quelle est l'autre stratégie en interne à votre entreprise qui crée la démarcation avec les autres structures? Ok, j'ai encore dit ici précédemment, innover, c'est exister et inventer, corriger les manquements ou alors apporter des plus à des limites. La perche télescopique que nous utilisons pour nos travaux a une limite jusqu'à 15 mètres de hauteur. Nous avons vu le problème depuis, M. Romaric. Nous avons constaté que si déjà on nettoie une façade qui a plus de 20 mètres, on ne peut pas avoir un rendement saillant. Nous avons dit, ok, quelle est la méthode palliative pour pouvoir donner un rendement plus efficace? Il existait déjà, ce n'est pas au Cameroun que ça commence. On copie ce qui est à l'étranger, puisque vous voyez des édifices à l'étranger de près de 200 mètres de hauteur, 200 étages.
Vous pensez qu'ils font comment? Nous avons fait appel à des spécialistes pour résoudre les problèmes que nous avons sur des édifices en hauteur. Parce qu'avec les architectures modernes qui ne cessent de changer en fonction des plans, nous nous donnons les moyens aujourd'hui de résoudre un problème qui est dans ce secteur d'activité, qui fait à nouveau partie de nos services phares. Ouais. Dans votre entreprise, oui. Alors, est-ce que l'entreprise Donami Clean compte s'étendre dans les différentes régions à travers vos différents produits et services que vous... Parfaitement, parfaitement. À l'instant où vous parlez, nous sommes en train de préparer l'ouverture le 1er août 2021 dans la ville de Garoua d'un nouveau siège. Parce que résoudre un problème à Douala est équivalent à résoudre un problème dans d'autres régions. Pourquoi pas dans la sous-région? Nous, notre objectif, c'est d'être représenté au moins dans 50 pays d'Afrique. Nous avons pour objectif, en janvier 2022, pour vous dire que nous pensons déjà au futur, d'ouvrir l'agence de Donami dans la ville de Bangui, en République centrafricaine. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous comptons vraiment nous étendre pour pouvoir résoudre ces problèmes et professionnaliser notre secteur d'activité. Puisqu'on parle de professionnaliser, M. Nandon, vous parlez tout à l'heure de la formation qui est de toute évidence la base de la réussite donc dans l'entrepreneuriat. Est-ce que Donami Clean a dans ses visées, je vais dire, une école de formation dans ce domaine-là? Évidemment, évidemment. C'est encore ça qu'on appelle corriger ce que les prédécesseurs ou alors nos pères n'ont pas vu. Parce que je prends un exemple. Pour répondre à un appel d'offres, on nous demande parfois pour certains types de marchés publics 50, 60 employés à mettre à disposition. Et vous avez un délai de moins de 3 semaines ou voire un mois pour mobiliser ce personnel-là. Chose qu'aucune entreprise camerounaise ne dispose présentement, autant pour moi. Donc, je ne vais pas aller dans le même lancer que croiser les bras, ne pas former moi-même mon personnel, parce que former un personnel, c'est mettre à disposition le personnel pour Donami Clean et pour d'autres entreprises aussi. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas une entreprise ou alors une école de formation adéquate dans le secteur du nettoyage, que ce soit tertiaire ou industriel. Nous allons pour objectif aussi de mettre sur pied une immense école de formation pour pouvoir redorer le blason de ce métier qui, depuis des années, a été vu comme un métier assez dérisoire, assez de bas étage, pour pouvoir donner une lueur d'espoir aux Camerounais que nous pouvons avoir un plan de carrière dans ce domaine d'activité. Mais Michael Nandon, si votre assise est si bonne, comme vous le dites, pourquoi avoir fait appel à d'autres investisseurs ou associés? Justement, on fait appel à des investisseurs parce qu'on ne peut pas se développer seul. À un certain niveau, moi, Michael Nandon, que je suis, j'ai des faiblesses, j'ai des qualités, j'ai un seuil de rentabilité. Pourquoi atteindre le seuil et se contenter? Ça veut dire qu'on peut élargir, ouvrir des portes pour dire, OK, nous voulons passer à un autre niveau, nous voulons passer à notre deuxième phase d'expansion, pour dire, OK, nous avons besoin de mettre sur pied un centre de formation. Ça ne se fera pas de nos propres fonds. Il faut que des investisseurs, des bailleurs de fonds qui ont la même logique, qui ont une même idée de projet ou qui ont la même vision que nous accompagnent dans cela. Aucune banque ne le fera aujourd'hui. Depuis votre communication, combien d'investisseurs avez-vous déjà approximativement? De la diaspora, nous avons près d'une trentaine d'investisseurs. Au Cameroun, nos agences qui vont être déployées, nous allons passer à un type de franchise. Pour que l'entreprise puisse se déployer, il faudrait que les investisseurs fassent partie entière de l'entreprise. Donc les actionnaires qui vont développer l'entreprise dans une région doivent être de cette région-là. Ils peuvent être chefs d'agence de cette région, ils peuvent être décideurs même de cette région pour, au compte fait, aller dans la même vision de l'entreprise que la maison mère ici. Pour un chiffre d'affaires de combien désormais? Pour un chiffre d'affaires allant à plus de 150 millions de francs. CFA. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Michael Nandon. C'est ici qu'on va mettre un thème à cet entretien. Peut-être un dernier mot avant de sortir de cette production. Oui, le dernier mot que je vais dire à ceux qui pensent qu'ils ne sont pas assez outillés pour être une référence, ne cessez pas d'être performant dans ce que vous faites, ne cessez pas de croire avoir une pleine témérité parce que vous ne savez pas qui vous regarde. Soyez une référence pour vous d'abord et poussez tout le monde à adhérer à votre idée, bien que tout le monde ne peut pas adhérer à une même idée que vous. Battez-vous à faire avec le peu qui puisse adhérer et lancez votre aventure. D'accord. Et tout le mal que nous vous souhaitons, par exemple, c'est que, outre le contrat que vous avez avec Total Cameroun, que le COCAN, le comité national, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, puisse vous donner le marché en accord avec la CAF
de l'entretien des stades durant la CAN. C'est ce que Vraiment, nous vous souhaitons. c'est notre souhait que M. Romari soit dans ce comité. Absolument. Ok, merci. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Merci Laetitia Merci Tamou. Romaric. Merci Raphaël Merci, Chegué. Romaric. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci à Baudouin Talom qui a chapeauté l'équipe technique. Merci à Christian Bilot. Merci également à Cédric Kené. Merci à tous ceux qui ont travaillé derrière cette production. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité, avec le même plaisir et le même désir. D'ici là, continuez de suivre l'actualité de l'entrepreneuriat, de la motivation et du développement personnel sur toutes les plateformes en ligne d'UN Media, notamment sa chaîne YouTube, UN Media TV, ou alors sa page Facebook, UN.media, et vous serez au courant de tout ce qui manage l'actualité de l'entrepreneuriat sur le continent africain et même en dehors de nos frontières. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Prenez soin de vous. À très vite.